Lors du dernier épisode, une journée qui va rester dans ma mémoire à tout jamais et qui rendrait jaloux n'importe quel pêcheur. J'aurais voulu continuer des heures et des heures encore, mais je devais penser à toute la route que j'avais à faire pour aller pêcher le lendemain au Lake Okeechobee. Yes, dimanche, je suis en route pour le mythique lac Okeechobee. J'étais supposé de partir tôt ce matin pour faire arriver là-bas en avant-midi, faire une journée de pêche. Par contre, la Floride, c'est ce que c'est, donc 90% de chances d'orage. Fait que j'ai décidé de prendre ça off. J'ai dormi un peu plus tard. Je suis parti tranquillement de l'hôtel. Je suis en route, je vais aller faire des commissions. Je m'en vais là-bas, j'ai du lavage à faire pour la semaine d'ICAS. Préparer mes cannes parce que là, ils sont montés toutes pour le Peacock Bass. Fait que aller monter ça pour la Largemouth. Demain, là, on va avoir une grosse journée de pêche. Je vais essayer de partir très tôt. Fait que on se voit sur l'eau. Ce qui devait arriver arriva. Je me suis fait rincer par des gros orages pour les dernières heures de mon trajet vers le lac Okeechobee. Le soir, rendu à mon Airbnb, j'ai pris un bon souper et je me suis couché tôt pour être en forme pour la journée du lendemain. Fait que ça, c'est la descente. Comme vous pouvez voir, l'eau est pratiquement opaque. On voit même pas 6 pouces dans l'eau. Je suis pas quelqu'un de peureux dans la vie, là, mais d'une place qui est bourrée d'alligators, mettons que quand je vois pas le fond, ça m'angoisse un peu. Fait que, on prépare le kayak, puis on y va. Ça fonctionne bien le setup de corde. J'ai tiré ici parce que l'eau est vraiment froide l'hiver, l'automne. J'avais pas eu la frousse des alligators de toute la semaine, mais cette journée-là, l'eau noire opaque me faisait vraiment hésiter à mettre la moindre petite orteil à l'eau. Ouais, net, salé comme on dit. Ah, vache. Je suis entré sur le lac par la descente de Lakeport parce qu'elle est placée directement entre deux spots névralgiques du lac, soit le Harney Pound et le Monkey Box. Yes, finalement live sur le lac Okeechobee. Je viens de quitter le carreau. Ça fait quelque chose d'être là. C'est un lac autant mythique qu'il y a des carrières qui se sont bâties. Des pêcheurs africains beaux. Faut dire que contrairement au Peacock Bass, j'avais moins fait mes classes pour la pêche sur le lac Okeechobee. Je me suis buté à un lac où la température était de 90 à 94 degrés Fahrenheit par endroit, soit environ 34 degrés Celsius. La profondeur moyenne du lac est de seulement 8 pieds et il fait 1200 km². C'est véritablement une mer intérieure.
Allez, toi! Yes! Yes! Belle largemouth du lac Okeechobee. C'est beau poisson. Yes! Je suis vraiment content. J'avais pogné là, Texas Rig avec un plomb 316, avec un hameçon VMC 3.0, puis un Yamamoto Speed 5 Cool. Couleur watermelon. Je la laisse reprendre son air un peu, là, peut-être du côté. Après quasiment 4 heures sur le lac, peut-être que je pogne un poisson, je commençais un peu à être découragé. C'est ça la pêche, hein? Tant de désespoir pour un petit 30 secondes qui change la journée. Yes, je suis vraiment content à faire une fois un mousse. Bon, on va remettre ça à l'eau. Après avoir brisé la glace, j'étais vraiment content. J'ai continué à pêcher quelques heures sous un soleil accablant avec une température frisant les 44 degrés ressentis. J'ai pêché, changé de leurre, changé de technique, mais j'ai pas été en mesure de sortir un autre poisson. Avec les orages qui commençaient à se pointer, j'ai dû mettre fin à ma journée de pêche. Pas question que je sois sur le lac quand ça allait se mettre à tomber. Tu vois ça, là? On appelle ça un cuminolingus. En blonde, elle les aime bien, ces nuages-là. C'était moins une. Aussitôt sorti de l'eau, ça s'est mis à tomber 3-4 minutes plus tard. Au moins, ça va laver mon kayak. J'avais, en sortant ma rame, genre, pour me déprendre quand je serais pogné au fond, si j'avais envoyé plein de boîtes sur le sea deck. Je vais le laver. Le lendemain matin, j'ai quitté mon Airbnb à 6h30. Direction, le Orange County Convention Center de Orlando, où j'allais rejoindre mon patron et mes collègues pour le ICASS. Mais avant tout, j'avais aussi rendez-vous avec les gens de Wilderness Systems. J'allais être le premier à tester le Tactical Pro 128 de Wilderness Systems. J'ai rencontré Marc qui travaille au marketing pour Confluence Outdoor qui m'a présenté à Scott, le product manager chez Wilderness Systems avec qui j'ai pu faire une petite entrevue et ensuite enfin aller essayer leur nouveau kayak. Si vous aimeriez en apprendre davantage sur le nouveau kayak de Wilderness Systems, il y a plusieurs vidéos sur ma page YouTube. Ensuite, j'avais rendez-vous avec un de mes clients que vous connaissez bien si vous suivez les pages de pêche sur les réseaux sociaux. Luc Bonneville de l'Ami Sport pour tourner quelques vidéos pour décrire les nouveaux produits de chez Yak Attack. Tous les vidéos des nouveaux produits Yak Attack sont disponibles sur la page Facebook de l'Ami Sport. Mes collègues sont finalement arrivés, on est allé faire un tour à l'intérieur du centre pendant le montage des kiosques pour notre rendez-vous avec les gens d'Yak Attack, qui nous attendaient pour nous présenter tous les nouveaux produits de 2025. Ensuite, on s'est fait un meeting d'équipe autour d'un bon souper sur ce qu'on allait focusser pour les 3 prochains jours. Mardi, le lancement officiel du iCast. Je vous laisse sur quelques vidéos et photos que j'ai eu la chance de prendre pendant ces 3 jours. J'ai eu la chance de me faire présenter toutes les nouveautés de nos fournisseurs et aussi de voir ce qui va se faire pour la prochaine année chez la compétition. J'ai tourné des capsules sur ces nouveaux produits que vous pouvez trouver sur mes différents réseaux sociaux. J'ai même eu la chance de prendre une photo avec une inspiration pour moi, l'iconique Bill Dance.
3 journées complètement éreintantes dues au nombre de kilomètres marchés et aux longues heures passées debout, mais ô combien satisfaisantes pour un maniaque de pêche comme je suis. Un rendez-vous que j'attends avec impatience à chaque année depuis mon tout premier iCast. Maman, c'est fini! Mais bon, m'ennuie de ma blonde et de mon chien. Ah ouais, à la maison! Comme toute bonne chose a une fin, j'ai repris la route vendredi après-midi vers la maison en arrêtant quelques places que je voulais visiter. Le Bass Pro de Daytona et le White Castle en banlieue de New York. Comme pour monter, j'ai été frappé par des orages tout le long de mon trajet du retour jusqu'en Caroline du Nord où j'avais loué un hôtel pour y passer la nuit. Il mouillait tellement fort à un certain moment que je pouvais même pas dépasser 60 km/h. Au total, le retour m'aura pris 27h30, soit presque moins de 3 heures que ça m'a pris pour monter. Le White Castle, un fast-food que je veux essayer depuis que j'ai vu le film Harold et Kumar il y a environ une vingtaine d'années. C'était franchement décevant et je vous épargne de quelle façon je filais après avoir mangé ça. Plusieurs personnes s'interrogeaient à savoir pourquoi j'ai intitulé la série de vidéos « Le voyage d'une vie » étant donné que je vais à chaque année au iCast. Je l'ai intitulé comme ça parce que je trouve que ça prenait quand même du guts de faire 3000 km seul pour aller pêcher des poissons dans un pays qui est pas le mien. Salut! Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre écoute. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter le voyage d'une vie que j'ai eu de plaisir à le faire. C'était vraiment un trip là, que j'ai eu du plaisir à faire, que j'ai découvert un coin de pays que je connaissais pas vraiment, puis que j'espère refaire un jour. C'était important pour moi aujourd'hui de faire un recap par rapport à plusieurs questions là, qui sont venues souvent là, soit en commentaire sur les réseaux, sinon du monde qui m'ont écrit en privé pour en savoir un peu plus. Donc, premièrement, j'ai eu beaucoup de questions là, par rapport à l'équipement. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ma pêche au peacock bass, les cannes, les moulinets, le diamètre du fil, les leurres. Ensuite de ça, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à l'accessibilité de la pêche au peacock en Floride. Fait que je vais vous parler un peu des descentes, un peu des spots, comment les trouver, où est-ce qu'ils se tiennent, ce genre de petits trucs-là. Puis ensuite de ça, par rapport au budget là, d'un voyage comme ça, parce que beaucoup pensent que c'est quelque chose qui est vraiment cher, mais pour vrai, c'est vraiment quelque chose qui est quand même accessible. Là. On s'entend, là, on descend quand même en Floride, faut payer des hôtels, des choses comme ça, mais si on prévoit le voyage à l'avance, il y a moyen de faire un beau budget avec ça. Là. Fait que, on y va sans tarder avec la première question par rapport aux équipements. Donc, au niveau de l'équipement, 95% de ma pêche a été faite au lancer léger. Il y a juste la première journée là, que j'ai réussi à attraper 3 poissons au topwater. Fait que c'était lancer léger avec du fil tressé de 25 livres, pas de bas de ligne, avec le leurre accroché directement sur la tresse. Le leurre qui a fonctionné, c'était le Jumping Minnow en couleur Pearl de la compagnie Rebelle. Il y a vraiment rien que ça qui a fonctionné beaucoup. La première journée, j'ai réussi à les faire réagir avec ce leurre-là. Par contre, les 3 autres jours, ça donnait vraiment rien là à ce niveau-là. Je trouve ça plate parce que il y a rien de plus beau qu'une attaque de topwater d'un peacock bass. Puis j'étais pas capable de filmer, la caméra éteignait à toutes les 5 minutes, puis des fois je m'en apercevais pas, donc tous les poissons que j'ai attrapés, ben j'ai pas réussi là, à les avoir sur vidéo, puis les autres journées, ben le topwater fonctionnait pas, fait que c'était plate. Au niveau de ma caméra, là, je filmais en 8K au début, ça s'est mis à chauffer, je l'ai descendu à 5.7K, ça a chauffé encore. J'ai juste compris comme en fin de la journée que si je le mettais en 1080p, je réussissais là à le faire filmer toute la journée. Donc c'est un peu plate pour ça. Puis je trouve ça plate aussi au niveau des vidéos là, du rendu de la qualité des vidéos qui est un peu moins belle là, pour le reste du voyage à cause de ça. 2 autres techniques avec lesquelles j'ai fait le plus ma pêche, c'était vraiment au lancer léger. La première que vous savez, comme je vous ai expliqué dans les vidéos, c'était au live bait avec des petits minés qui appellent dans le fond les golden shiner.
que j'avais acheté d'un petit magasin où est-ce qu'il vend seulement des baits. Donc, au niveau du live bait, je pêchais là avec ma canne Asenko, qui est une loose custom light 7 pieds medium, sur laquelle là a du fil dans le fond là 10 livres test seulement, avec des bas de ligne en fluorocarbone à peu près je dirais une dizaine de pieds de 6 livres test. Fait que vraiment pour arriver en finesse à ce niveau-là, on met un hameçon Circle Hook qui est un hameçon là qui va être vraiment recourbé vers l'intérieur. Ça fait que aussitôt dans le fond que le poisson avale le shiner si on veut, il va se ferrer automatiquement. Fait qu'on fait juste lever la canne. On n'a même pas besoin de ferrer très fort d'habitude comme qu'on fait avec les achigans. Le poisson s'auto-fère tout seul avec ses hameçons Circle Hook là. Ça a été vraiment une bonne technique. C'est vraiment ça qui a fonctionné pas mal le plus, je dirais. C'est avec ça que j'avais attrapé l'année passée aussi avec le guide. Par contre, c'est très, très, très onéreux. On parle de 50$ pour 2 douzaines de shiner. Fait que 24 petits ménés pour 50$ canadiens. J'avais de la misère à faire une demi-journée. Fait que ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'était vraiment au Ned Rig avec les Zeeman Salty Ned Shrimps. La canne utilisée, c'est encore le Custom Light 7 pieds, Medium Light cette fois-là. Encore là, monté sur du 10 livres test avec un bas de ligne de sleeve en fluorocarbone. Tête de 1/8 d'once de la compagnie VMC que j'adore, qui fonctionne super bien, monté avec les Salty Ned Shrimp. J'ai essayé 2 couleurs, une couleur qui était comme pearl, blanc pearl, puis Root Beer Gold. C'est vraiment Root Beer Gold qui fonctionnait vraiment, vraiment, vraiment bien. J'en ai attrapé une ou deux avec le blanc. J'attrapais beaucoup plus de cyclides aussi avec le blanc pearl. Fait que ça, c'est vraiment à ce niveau-là. Sinon, au niveau du moulinet, c'est la même chose que sur l'autre canne précédente. On parle de moulinet Custom Light qui, pour moi, va super bien, surtout rapport qualité-prix. Fait que c'est vraiment ce qui a été utilisé au niveau des équipements, là. C'est vraiment, on y va avec du stock qui est léger. T'sais, c'est le fun au top water avec des lancers lourds. Par contre, quand on a le poisson au bout de la ligne, on veut vraiment le sentir se battre. On parle de des spécimens là, entre environ... Le plus gros attrapé sur le lac Ida est 7 livres, mais on parle de des spécimens entre, mettons, 1 à 4-5 livres en moyenne. Puis, tu sais, des 5 livres, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que j'en ai attrapé une là, qui faisait en haut de 4 livres. Fait que... On veut y aller là, avec des cannes qui plient un peu plus, puis un peu plus de plaisir là, qu'avec avec les lancers lourds. Donc, comme je vous disais, plusieurs questions au niveau de l'accessibilité, comment qu'on pêche le peacock dans le sud de la Floride, tout ça à ce niveau-là. Donc, moi, j'ai pêché, tout le temps que j'ai pêché le peacock sur Lake Ida, puis dans quelques petits canals là, en s'en allant vers le sud, mais je suis pas allé très loin non plus là, pour ce qui est des canals. J'ai tout le temps débarqué par la descente de Lakeview Park, qui se trouve à être à l'est du lac. Je priorise cette descente-là parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Beaucoup moins de monde. Quand on va dans le fond dans la descente de Westlake Park, du monde qui font des barbecues, beaucoup de sidous, de choses. Fait que si t'arrives avec ton kayak sur tes roues, tu vas être pas mal plus là d'un jambes là, des gens. Donc, si vous arrivez avec un bateau, il n'y a pas de problème de passer par l'ouest, mais sinon, avec un kayak, je vous suggère fortement d'arriver par l'est. Petit parc, avec une police qui était parquée là, je vous dirais quasiment 90% du temps, donc c'est de la surveillance sur mon véhicule avec mon stock de pêche dedans. Ça, c'était vraiment le fun pour ça. Il m'a même donné des spots, la police, là. C'est pas, ça arrive pas tous les jours, donc c'est ça. C'est au niveau de l'accessibilité, on parle vraiment là de Lakeview Park, ça va être le plus facile. Tout le Lake Ida regorge de poissons, de beaucoup d'espèces. Beaucoup de peacock, beaucoup de cyclides, des clown knife fish aussi que j'ai pas réussi à attraper, j'aurais vraiment aimé ça, qui est vraiment un beau poisson. De l'achigan à grande bouche aussi. Des fois là, sur le sonore, là, je voyais tellement de poissons, là, c'était juste fou. Il était dur à attraper, mais il y avait du poisson, t'sais. Fait que c'est toujours encourageant dans ce cas-là. Sinon, si vous prévoyez faire un voyage en Floride pour aller pêcher le peacock bass, puis que vous avez pas d'embarcation, c'est un peu plus compliqué
pour vous d'aller sur Lake Ida. Dans le fond, les canals au sud de West Palm, vous pouvez trouver du peacock bass. C'est pas dur, là, trouver le peacock, là, chercher des structures, comme j'ai montré dans les vidéos, là, les espèces de murets en métal tout le long des canals. Vous allez trouver du peacock bass là, des entrées d'eau de résidences qui rentrent dans l'eau. Tout ce qui rentre dans l'eau, un peu le même principe qu'un achigan quand on voit une bûche dépasser. Mais en Floride, il y a beaucoup de prises d'eau puis de rejets d'eau qui se fait dans les lacs. Donc, vous voyez les tuyaux sortir là, de la terre ou du mur, lancer dans ce coin-là. Des live baits si vous avez accès, sinon allez chercher des net shrimp. Il y a beaucoup de leurres là, si vous étudiez un peu avant d'y aller. Les air jigs qui fonctionnent super bien aussi. Pour moi, ça n'a pas été bon, mais à ce qu'on dit, ça fonctionne super bien. Puis quand je vous dis là au sud de West Palm, là, jusqu'à Miami, puis quasiment aux Keys, puis vous allez pouvoir attraper là, des peacock bass quand vous allez aller pêcher les canals ou les différents lacs. Pour finir, on va parler de la partie budget pour un genre de voyage. Plusieurs là, pensaient que ça m'allait coûter des milliers de dollars pour un voyage, puis vous allez voir, là, c'est vraiment pas ça. Là. Il y a moyen de faire quelque chose qui est quand même très accessible. On va oublier la partie ICAS, parce que pendant le ICAS, j'étais logé là, par l'entreprise qui m'emploie, puis que anyway, ben on peut pas aller au ICAS si on travaille pas dans le milieu de la pêche. Donc, on va juste vraiment parler de mon trip de pêche dans le sud de la Floride, au peacock bass. J'aurais pu le pêcher pendant 6 jours. J'ai pris la décision de prendre une journée pour me rendre à Okeechobee et le lendemain aller pêcher à Okeechobee. Je voulais vraiment pêcher ce lac-là qui est emblématique. Donc, j'ai pris cette décision-là. Pour vrai, je le regrette beaucoup. La pêche était beaucoup plus fun sur Lake Ida. J'avais beaucoup plus de plaisir. J'étais rendu que je connaissais les patterns. Donc, j'aurais pu faire d'autres belles pêches avec des 50 poissons par jour. Mais bon, je voulais aller essayer de pogner une 10 livres, ce qui s'est pas passé. Et j'ai comme perdu 2 jours. Fait que ça, je trouve ça un peu plate. Donc, c'est ça. Pour vrai, quand je vous dis que c'est accessible, c'est sûr que là, moi, je l'ai fait tout seul. Fait qu'on s'entend que toutes les dépenses, là, ils reviennent à la même personne. Si on le fait à 2 personnes, c'est beaucoup plus accessible. En plus, on peut rouler pendant la nuit, donc descendre pas mal plus vite là-bas, tandis que moi, j'ai pas eu le choix de m'arrêter quelques heures pour dormir parce qu'à un moment donné, j'étais comme plus capable. Donc, c'est ça. Donc, on parle au niveau de l'essence là que ça m'a coûté. J'ai un Kia Seltos qui consomme avec le kayak sur le top là entre 8 et 11 litres au 100 km si je le cochonne pas. Donc, je vous dirais, là, j'ai pas vraiment dépassé 115 km/h. Je roulais entre 105 et 115. Je m'en tenais là, aux alentours de 9 litres au 100 km. Donc, ça m'a coûté entre 200 et 250 $ total pour me rendre, puis à peu près la même chose pour revenir. Fait qu'on parle d'à peu près 450 $ d'essence, ce qui est quand même pas si pire là, pour avoir parcouru 3000 km. Pour aller 3000 km pour revenir. Il y a des applications qui s'appellent GasBuddy, puis il y en a plusieurs autres là, qui peuvent vous calculer où arrêter gazer en temps réel pour avoir vraiment le meilleur prix pour votre voyage. Puis c'est con, là, mais pour l'avoir fait l'expérience, là, ça me faisait sauver là, d'arrêter à leur spot à eux autres, ça me faisait sauver environ 40 $ d'essence. Pour aller, 40 $ d'essence pour revenir. C'est sûr que des fois, c'est un peu contraignant, là, ça nous fait arrêter quand on n'a pas le goût d'arrêter, mais bon, si on veut sauver une centaine de dollars sur le prix du gaz, ça vaut la peine. Ensuite de ça, j'avais réservé mon hôtel pendant le Black Friday au mois de novembre précédent. Je savais que je m'en allais au ICAS, je savais que je voulais faire cette trip-là. Il y avait une grosse promotion sur cet hôtel-là. J'ai payé 105 $ canadiens la nuit. Pour séjourner à l'hôtel, fait que pour les 5 nuits que j'ai passé là, ça m'a coûté comme 525 $, ce qui est un aubaine. J'avais le déjeuner qui était fourni, la chambre, tu sais, tout était beau, là, c'était vraiment pas un hôtel miteux. Au niveau du parking, j'avais pas peur non plus pour mon kayak, c'était comme un peu dans des clôtures, puis je pouvais me stationner proche de l'hôtel, fait que j'avais pas peur de me faire voler.
Le déjeuner était compris, comme je vous dis. Fait que le matin, je me levais de bonne heure, j'allais déjeuner à l'hôtel. Je partais sur l'eau avec 2 grosses bouteilles d'eau. Je mangeais pas de la journée. Puis quand que je sortais de l'eau, ben je m'étais donné un budget là, d'environ 25 US là, par jour pour mon souper. Donc ça s'est pas mal passé en DoorDash parce que j'étais tellement brûlé que j'avais pas le goût d'aller manger dans des restaurants. Mais donc c'est ça. Fait que si on fait dans le fond là, déjà un récapitulatif, à peu près 500 de gaz, à peu près 500 d'hôtel. Là on va rajouter un 250 parce que j'ai allé à Okeechobee pour faire 2 journées là-bas. Le Airbnb était plus cher, mais j'aurais pu rester là 2 journées de plus là à la Quinta de Fort Lauderdale pour 700 $. Fait qu'on est rendu à 1200 $. Je vous dis à peu près 150 $, 200 $ de nourriture. Fait que on est dans les alentours là, de 1500 $ que ça m'a coûté. Bon. Je vais être honnête, je suis arrêté au Bass Pro Shop, j'ai acheté quelques leurres de pêche, mais ça, on n'est pas obligé de faire ça. Ça, c'est moi puis ma maladie de pêcheur qui veut toujours en avoir plus. Donc, oui, j'ai dépensé à ce niveau-là. Mais sinon, c'est vraiment pas mal résumé au niveau de ça. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment quelque chose qui est accessible. On parle de 1500 $. Si on split à 2 puis on met 1000 $ chacun pour une semaine, allez faire un tour en Gaspésie, vous allez voir que ça va vous coûter pas mal plus que le double pour ça, pour pas mal moins le fun là, à mon avis que j'ai eu là en pêchant le peacock bass. Donc, c'est ce qui complète dans le fond le recap du voyage d'une vie. Encore une fois, je veux vous remercier de votre écoute. Je sais que je le dis souvent, mais c'est super important. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la page. Ça fait vraiment toute la différence pour moi, les petits likes, les commentaires, tout ce genre de choses-là, ça fait que la page est mise un peu plus de l'avant, puis ça fait dans le fond que c'est toujours plus gratifiant de faire nos vidéos quand il y a quelqu'un qui les regarde. Donc aussi, dans le fond, il y a beaucoup de projets là qui s'en viennent là. Je n'ai parlé un peu là de la série vidéo podcast qui s'en vient aussi là, que je vais sortir le premier épisode à la fin mai. Puis j'ai un autre gros projet que je garde secret que je vais dévoiler seulement au mois de juin. Ça va être vraiment trippant là, comme vidéo. Je pense vraiment que vous allez aimer ça. Fait que abonnez-vous puis n'hésitez pas à partager mes vidéos. Merci puis on se voit bientôt.